Bon, comme prévu, nous allons voir aujourd'hui la méthodologie de dissertation pour les classes de 4e, de 3e et de terminale, en passant par les classes intermédiaires, c'est-à-dire la classe de seconde et la classe de première. La méthodologie de dissertation demeure pratiquement la même. Peut-être le niveau d'expression sera plus élevé dans les classes de terminale, de première et de seconde. Mais pratiquement c'est la même méthodologie de dissertation en histoire et en géographie. Donc aujourd'hui nous allons voir les différentes parties de la dissertation. Donc qu'est-ce que c'est que d'abord la dissertation? La dissertation, c'est un exercice littéraire qui permettra au professeur ou à l'enseignant de tester le niveau de l'élève. C'est à ce moment-là que l'élève va convoquer l'ensemble de ses connaissances, essayer de les organiser pour produire quelque chose qui est pertinente. Donc la dissertation n'est pas très simple, mais elle n'est pas aussi très compliquée. Il suffit seulement de bien lire la méthodologie, de faire une application lors de la rédaction ou bien lors de la production. Donc la dissertation est composée naturellement de trois grandes parties. Nous avons pour la première partie l'introduction. Ensuite, nous avons le développement. Enfin, nous avons ce qu'on appelle la conclusion. Donc, il faut comprendre que la dissertation est composée de trois grandes parties. Les trois grandes parties sont les suivantes. Nous avons d'abord l'introduction, ensuite le développement et enfin la conclusion. Donc, sur la copie de l'élève, on doit y voir les trois parties. D'abord, en haut de la copie, on doit avoir l'introduction. Ensuite, le développement et enfin la conclusion. Les trois parties sont séparées par des lignes. Après avoir fait l'introduction, l'élève doit sauter une ligne. Pour faire le développement, après avoir fait le développement également, l'élève doit sauter une ligne pour faire la conclusion. Donc, ces trois parties. Les trois parties ont chacune sa propre méthodologie. Même si les trois parties sont liées les unes les autres, les méthodologies ne sont pas les mêmes. Mais il faut aussi savoir que les trois parties sont liées les unes les autres. Pour faire un bon développement, il faudra faire une bonne introduction. Donc, le développement découle des idées de l'introduction. La conclusion également découle des idées annoncées déjà au niveau de l'introduction, mais également au niveau du développement. Donc, nous avons ici trois grandes parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Nous venons juste de vous dire que les trois parties ont chacune sa propre méthodologie. Maintenant, pour l'introduction. L'introduction à elle seule est composée de trois parties. Au niveau de la première partie, nous avons ce qu'on appelle l'entrée en matière. Entrée en matière. Cette partie peut aussi être appelée amener le sujet. Ensuite, nous avons la problématique. Et enfin, nous avons le plan. Donc, l'introduction est composée de trois parties. L'entrée en matière, la problématique et le plan. Donc, les trois parties sont liées les unes aux autres. Nous avons d'abord l'entrée en matière, ensuite la problématique, ensuite le plan. Donc, il doit y avoir en quelque sorte une cohérence entre les trois parties de l'introduction. Maintenant, nous allons voir comment traiter chacune de ces parties. Pour l'entrée en matière, qui est la première partie de l'introduction, quelles sont les possibilités qui nous permettront de pouvoir faire notre entrée en matière? Maintenant, pour réussir l'entrée en matière, nous avons trois possibilités. Nous pouvons partir du général au particulier. Nous pouvons procéder par une définition conceptuelle si le sujet présente des concepts. Nous pouvons les définir. Nous pouvons également faire ce qu'on appelle entrer directement dans le vif
du sujet. Venir parler directement du sujet au lieu de partir du général au particulier ou bien au lieu de procéder par définition. Maintenant, si vous voulez faire ce qu'on appelle aller du général au particulier, il faudra comprendre qu'est-ce que c'est que le général d'abord. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le particulier. Le particulier, c'est le sujet en tant que tel. Par exemple, si on nous parlait des élections présidentielles du Sénégal en 2012, les élections présidentielles du Sénégal en 2012, on vous demande de traiter ce sujet. Analyser les élections présidentielles du Sénégal en 2012, c'est un exemple de sujet historique. Maintenant, on vous demande de l'analyser. Vous êtes en train de faire votre introduction. Et pour faire l'introduction, on doit normalement faire d'abord l'entrée en matière. Maintenant, pour faire l'entrée en matière ici, nous avons trois possibilités. On peut définir le concept élection. C'est une possibilité. Nous pouvons partir du général au particulier. Nous pouvons également entrer directement dans le vif du sujet. Maintenant, si vous voulez aller du général au particulier, il faut d'abord convoquer les événements qui ont précédé le jour des élections. Ici, c'est le jour J. Vous avez compris? Maintenant, ici, ce sont les événements qui ont précédé les élections, c'est-à-dire la campagne électorale. Comment se manifestait la campagne électorale? Qu'est-ce qui a marqué les élections, l'avant-élection présidentielle du Sénégal, c'est-à-dire avant le jour de l'élection? Quels sont les événements qui ont marqué ces jours? On se rappelle très bien que pendant les élections présidentielles ou bien pendant les campagnes électorales de 2012, il y avait un bouillonnement politique au Sénégal. Tous les soirs, pratiquement, les opposants partaient à la place de l'obélisque pour manifester leur désaccord par rapport à la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. D'ailleurs, même il y avait des émeutes, il y avait des morts. Donc, pour partir du général au particulier, on doit convoquer tous ces événements-là qui ont précédé. Maintenant, pour venir au particulier, on part du jour de l'élection. Tôt le matin, tous les bureaux étaient ouverts, les représentants des différentes parties étaient sur place et les élections se sont très bien passées. Au soir du dépouillement, nous avons assisté à l'élection ou bien au soir du dépouillement, nous avons assisté à une surprise. C'est-à-dire Macky Sall est sorti comme deuxième après le dépouillement. Donc pour traiter ce sujet, si vous voulez aller du général au particulier, il faut d'abord convoquer les événements qui ont précédé. Ensuite, pour venir au particulier, on parle du jour J. Vous avez compris? Donc nous avons cette possibilité. L'autre possibilité, c'est de faire une définition conceptuelle. Ici, le concept clé du sujet, c'est élection. Parce que le sujet nous parle des élections présidentielles du Sénégal en 2012. Donc on doit définir le concept élection. Qu'est-ce que c'est une élection? C'est-à-dire qu'il faut définir la nature de l'élection. Est-ce une élection législative ou est-ce une élection locale ou est-ce une élection présidentielle? Si le sujet vous parle d'une élection présidentielle, il faut définir ce que c'est qu'une élection présidentielle. Maintenant, nous pouvons ne pas prendre ces deux possibilités, c'est-à-dire aller du général au particulier ou définir. Nous pouvons directement venir parler du vif du sujet. Nous pouvons dire qu'en 2012, nous avons assisté à une élection présidentielle très houleuse entre le président Abdoulaye Wade et les opposants. C'est un exemple. Donc, après avoir fait votre entrée en matière, l'entrée en matière doit être bref. Vous ne devez pas développer, vous ne devez pas également prendre de position au niveau de l'entrée en matière. Après avoir fait votre entrée en matière, on doit faire ce qu'on appelle la problématique. Tout sujet présente un problème. Donc, il faudra faire sortir la problématique. Problématiser, c'est faire sortir le problème que présente le sujet. Parce que pour chaque sujet, il y a ce qu'on appelle des non-dits. On vous dit ici les élections présidentielles de 2012. Ce n'est pas le hasard qu'on vous donne ce sujet. C'est parce que les élections présidentielles de 2012 ont marqué l'histoire politique du Sénégal. Vous devez faire sortir la problématique après avoir fait votre entrée en matière. Mais on n'annonce pas directement la problématique. Il y a ce qu'on appelle des phrases de transition ou des connecteurs logiques. Pour qu'il y ait une cohérence entre les deux parties, il faut mettre des phrases de transition ou des connecteurs logiques. Après avoir fait votre entrée en matière, vous pouvez dire, c'est dans cette lancée qu'on se pose la question à savoir ou bien qu'on se pose les questions suivantes.
et vous annoncez votre problématique. La problématique, elle est préférable sous forme interrogative. Pour faire votre problématique, il ne faut pas l'annoncer sous forme de phrase affirmative, mais il faut toujours employer des phrases interrogatives. C'est-à-dire, après avoir posé votre problème, il faut mettre un point d'interrogation qui marque que c'est une phrase interrogative. C'est un questionnement. Au niveau de la problématique, nous pouvons avoir une question, nous pouvons avoir 2 questions ou 3 questions. Pourquoi parle-t-on des élections présidentielles de 2012 et non des élections présidentielles de 2007? Quelle est la particularité de l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal? Comment s'est passé les élections présidentielles de 2012 au Sénégal? C'est des exemples de problématiques. Après avoir fini de faire votre problématique, il faudra faire ce qu'on appelle le plan. Maintenant, avant de venir faire le plan, il faut qu'il y ait encore des connecteurs logiques ou une phase de transition pour qu'il y ait une cohérence entre la problématique et le plan. Et le plan découle toujours de la problématique. Les questions que vous aviez posées au niveau de la problématique, ce sont ces questions-là qui vont définir votre plan. Donc, le plan, c'est la réponse à la problématique. C'est la réponse à la question ou aux questions posées au niveau de la problématique. Donc, avant de faire votre plan, vous avez fini de faire votre problématique. Il faut ce qu'on appelle une phrase de transition ou un connecteur logique pour qu'il y ait une cohérence entre les deux parties. Vous pouvez dire, sur ce, nous allons voir dans notre première partie les manifestations des campagnes électorales. Et dans un second temps, nous allons analyser le jour de l'élection, comment s'est passé les élections. Vous pouvez également venir dire que sur la base de notre problématique, nous allons voir la campagne électorale. Et dans un second temps, nous allons voir comment s'est passé le jour des élections et le dépouillement. Vous avez compris? Donc, voici l'introduction. Nous avons l'entrée en matière, nous avons fait notre problématique, nous avons fait notre plan. Maintenant, après avoir fait votre introduction, il faudra la relire pour corriger les fautes. Vous avez compris? Il faudra relire l'introduction pour corriger les fautes et corriger certaines incohérences. Maintenant, après avoir fait votre introduction, toujours il est préférable de faire l'introduction au niveau du brouillon. Vous avez compris? Après avoir lu votre sujet, très bien compris le sujet, il faut faire votre introduction au niveau du brouillon. C'est plus préférable pour ne pas commettre d'erreurs ou bien pour ne pas mettre des ratés au niveau de votre copie. Maintenant, après avoir fait votre introduction, vous faites ce qu'on appelle votre développement. Après avoir fait votre introduction, on saute une ligne pour faire votre développement. Les deux parties sont toujours séparées par une ligne. Vous pouvez même sauter 2 lignes, mais si vous sautez une seule ligne, c'est bien. L'essentiel, c'est de faire une très bonne présentation. Il faut que la copie soit très bien présentée. Entre les différentes parties de la dissertation, il y a toujours une ligne qui les sépare. L'introduction est séparée au développement par une ligne. Le développement est séparé à la conclusion par une ligne. Nous avons fini de faire notre introduction. Nous avons déjà notre plan. Donc, le développement découle du plan. C'est le plan là. Peut-être vous avez un plan de 2 parties, un plan de 3 parties. Mais il est déconseillé de faire une introduction avec un plan composé d'une seule partie. C'est formellement interdit. Il faut que le plan soit composé de 2 parties au minimum ou de 3 parties au maximum. Maintenant, après avoir fini de faire votre plan, vous sautez une ligne pour faire votre développement. Pour faire le développement, toujours la première partie du développement répond à la première partie de votre plan. Maintenant, le développement, c'est là où vous allez développer, c'est là où vous allez parler de beaucoup de choses. C'est là où vous allez convoquer vos connaissances. Au niveau de l'introduction, on ne pouvait pas se permettre de faire un développement parce que l'introduction doit être composée de 6 à 8 lignes. Maintenant, votre développement, vous pouvez faire plusieurs lignes. C'est à ce moment-là que vous avez l'occasion de développer
vos idées, d'amener vos idées, de les développer et de les argumenter. Maintenant, pour faire le développement, il faut d'abord des idées. Vous donnez votre première idée, vous la développez, vous l'expliquez, vous l'argumentez par des arguments illustratifs. Vous avez compris? On parle des élections présidentielles de 2012. À la première part de votre plan, vous aviez dit que vous allez voir la campagne électorale. Maintenant, ici, on est au développement. On est dans la première partie du développement qui répond à la première partie du plan, c'est-à-dire les campagnes électorales. Donc, pour venir ici, pour parler des campagnes électorales, on donne la première idée. On l'explique, on donne des arguments illustratifs. Après avoir fini de faire votre première partie du développement, vous faites ce qu'on appelle une conclusion partielle. Après avoir fait une conclusion partielle des idées qui sont développées, vous faites ce qu'on appelle une phase de transition pour aller dans l'autre partie. L'autre partie, on l'a fait comme on l'a fait la première partie. On développe, on donne l'idée, on la développe, on l'argumente, ensuite on fait une conclusion partielle, enfin on fait ce qu'on appelle une phase de transition. S'il y a une troisième partie, s'il n'y a pas de troisième partie, vous vous limitez seulement à la conclusion partielle. Maintenant, après avoir fini de faire votre développement, vous faites ce qu'on appelle la conclusion. Pour aller à la conclusion, on saute encore une ligne. Le développement est séparé de la conclusion par une ligne. La conclusion aussi a sa propre méthodologie comme l'introduction. Ici, nous avons la conclusion. La conclusion. Elle est composée de 2 ou de 3 parties. La troisième partie est facultative. Vous pouvez la faire comme vous pouvez ne pas la faire. Mais au niveau de l'introduction, on doit normalement voir ce qu'on appelle le bilan. Le bilan. Ensuite, on doit voir la position de l'élève. La position de l'élève, si vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une perspective, la perspective, vous donnez la perspective. Si vous n'avez pas de perspective, vous laissez comme ça. La perspective, c'est l'élargissement du sujet, c'est ouvrir le sujet dans un autre angle, dans un autre débat. Cette partie est facultative, vous pouvez ne pas la faire. Maintenant, ce qui est fondamental, ce qui est indispensable dans l'introduction, c'est d'abord le bilan. Ensuite, la position. Qu'est-ce qu'on entend par bilan? Pour faire le bilan, c'est le résumé des parties de votre plan de l'introduction. Au niveau de l'introduction, vous aviez annoncé un plan. Maintenant, vous avez développé ce plan dans le développement. Pour faire la conclusion, on fait d'abord le bilan des parties de l'introduction ou bien le bilan de vos conclusions partielles pendant le développement. Si dans le développement, l'élève avait fait de très bonnes conclusions partielles, il n'aura pas de problème pour faire le bilan. Parce que ces conclusions partielles qui étaient dans le développement peuvent être collées au niveau du bilan de la conclusion. Donc, par bilan, on dit, supposons, de tout ce qui précède, nous pouvons dire que les campagnes électorales de 2012 étaient houleuses. Il y avait beaucoup de problèmes. Vous avez compris? Maintenant, pour l'autre partie, vous pouvez dire que nous avons également constaté que le jour des élections, les Sénégalais sont allés voter dans la paix. Le dépouillement s'est très bien passé. Donc, on vient juste de faire notre bilan. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ce qu'on appelle la position. Vous donnez votre position, c'est-à-dire votre point de vue. Au niveau de l'introduction, je vous avais interdit de donner votre point de vue dès l'introduction. Donc, votre point de vue est la bienvenue au niveau de la conclusion et non au niveau de l'introduction. C'est à partir de la conclusion, au moment de la conclusion que l'élève doit donner sa position, c'est-à-dire son point de vue qui lui est personnel. Vous pouvez dire que le Sénégal, l'étude de l'histoire politique du Sénégal nous a révélé que les élections présidentielles de 2012 ont été plus problématiques.
C'est un exemple de point de vue, c'est votre point de vue personnel. Vous pouvez également donner d'autres points de vue. Nous pouvons avoir autant de points de vue qu'autant d'élèves. Vous avez compris, nous pouvons avoir 1000 points de vue. Chacun a sa point de vue, chacun a sa position. Vous avez compris. Maintenant, après avoir fini de donner votre point de vue, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire une perspective. Vous pouvez faire la perspective comme vous pouvez ne pas la faire. La perspective, elle est facultative. Mais si vous pouvez très bien faire une bonne perspective, là, vous allez gagner des points de plus. Si vous n'avez pas la capacité de faire une perspective, mieux vaut laisser comme ça, se limiter seulement sur le bilan et la position. Maintenant, le développement la conclusion ne doit pas être volumineux. La conclusion doit composer au maximum de 6 à 8 lignes comme l'introduction. C'est le développement qui prend beaucoup de lignes et non la conclusion et l'introduction. Maintenant, quand vous avez fini de faire votre travail, avant de rendre la copie, il faut au moins prendre 1 minute ou 2 minutes de lecture pour corriger les fautes et les incorrections. Donc, voici la méthodologie de dissertation. Elle n'est pas très compliquée. Il suffit seulement de lire, de relire, essayer de comprendre, de faire des exercices. Donc, nous avons dit que la dissertation est composée de 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. D'abord, nous avons l'introduction qui est composée de 3 parties. L'entrée en matière, la problématique et le plan. Après avoir fait votre introduction, vous faites votre développement. Le développement découle toujours du plan de l'introduction. Maintenant, après avoir fait votre développement, vous faites ce qu'on appelle votre conclusion. Comme je viens de vous le dire, pour faire la conclusion, il faut d'abord le bilan. Ensuite, vous donnez votre point de vue, votre opinion personnelle. Vous pouvez faire une perspective comme vous pouvez ne pas la faire. Parce que la perspective, elle n'est pas obligatoire. Elle est facultative. C'était tout pour la méthodologie de dissertation. Maintenant, nous allons faire des exercices et à partir de ces exercices, je vous mettrai à la pratique.